Certains fans désespérés de voir que Black Widow est encore plus confinée que la France en 2021 tenteraient de boire un verre de vodka à chaque fois qu'ils allument Disney+. C'est comme un cheat code, hein, mais bon, à ce rythme-là, c'est leurs femmes qui vont devenir veuves et prématurément. Alors il y en a d'autres qui carrément vont arroser les portes closes de cinéma avec de la vodka. Et là je dis non, c'est du gâchis. Un crâne rouge sur Vormir, il en aurait bien besoin de vodka, ne serait-ce que parce qu'il est seul et puis pour frotter. Hein, je crois qu'il a des taches assez coriaces à faire disparaître sur le sol. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 281e JT Comics. Attention, un nouveau virus a fait des millions de contaminations. Je parle évidemment du même de Bernie Sanders et de ses mitaines qui s'est propagé dans toute la pop culture à la vitesse de la ch'touille dans un bordel thaïlandais. Hein. Je vous laisse me dire votre favori dans les commentaires. Moi je crois que c'est celui-là, Metron. Hein. Sinon c'est en mode MMA. Hein. Et sans plus attendre, eh bien, on passe aux news de la semaine. Votez. Tiens, les mutants tentent la démocratie, hein, puisque pour la toute première fois de leur histoire, les X-Men vont être nommés, élus par le peuple entier de Krakoa et par vous, hein, puisque le méticuleux planificateur Jonathan Hickman vous laisse introduire une dose de hasard dans sa série, ce qui est surprenant, hein, mais au moins lui c'est pour construire, pour apporter votre pierre à l'édifice mutant. Souvenez-vous quand d'ici vous avez fait voter, c'était plutôt pour choisir de détruire la gueule d'un Robin à coup de pied de biche. Le mutant ayant récolté le plus de voix intégrera directement l'équipe et parmi ceux qui sont éligibles, vous avez Armor, Banshee le hurleur, Boom Boom, Cannonball, Forge, Polaris, Maro, Malabar, Sunspot ou encore Tempo. Je vote directement pour Forge, ne serait-ce que pour avoir un type qui ressemble à un plombier de vieux porno allemand des années 70 dans l'équipe. Si on commence à ressortir les dossiers de la moitié d'entre eux, je vous dis même pas comment la campagne va être mouvementée. Les votes s'ouvrent aujourd'hui et fermeront le 2 février. Je vous laisse me dire quel est votre candidat dans les commentaires. Le très bon coin, c'est la news insolite de la semaine, hein. Vous le savez, certains comics peuvent être très rares, peuvent valoir très cher, hein, surtout maintenant qu'ils ont donné lieu à des univers cinématographiques entiers. À la moindre rumeur, hein, les prix décollent, hein. Souvenez-vous par exemple quand Matt Reeves avait cité Batman Ego, l'excellent titre de Darwin Cook, comme influence pour le prochain film Batman à venir, et bien les prix avaient grimpé de suite, on l'a vu partir à plus de 100 balles sur eBay. Et dans cette ambiance de quête du Graal, il y a parfois des histoires qui sortent du lot, comme celle de Jonathan qui en 2018 a mené sa mère chez un antiquaire pour la fête des mères. Est-ce qu'il voulait la laisser en dépôt-vente? Est-ce que comme à Micromania, le vendeur lui a dit qu'il ne pourrait pas monter plus haut que 3,99 € pour lui racheter sa mère? Ça, l'histoire ne le dit pas. En revanche, il voit dans un présentoir fermé un petit tas de comics. Il demande à les consulter. On lui dit ok, c'est 5 € pièce $ par comics. Et donc il commence à feuilleter et paf, il voit le Hulk numéro 181 qui est considéré comme la première, en vrai c'est la deuxième apparition puisqu'il apparaît à la fin du numéro 180 dans une seule case, mais la première apparition en long, en large et en travers de Wolverine, le mutant qui vient s'incruster dans une baston entre le Wendigo et le Colosse de Jade. Alors là, il a du mal à cacher son excitation, sa demi-molle commence à être apparente et il sélectionne quelques comics. On lui demande de les laisser au comptoir pour qu'il vienne les récupérer et payer à la fin de la visite, puisqu'il rejoint sa mère et sa compagne qui est en train de faire un petit tour en vrai. Et donc, quand il revient, le vendeur lui dit, vous savez, heureusement que je suis un marchand honnête parce qu'il y a déjà au moins 3 personnes qui m'auraient racheté votre pile de comics. Le type réalise que le Hulk 181 était posé tout en haut de la pile, visible par tous, contrairement à Mourir peut attendre, donc il paye, il s'en va, ça l'empêche pas d'avoir ce Saint Graal, content d'avoir fait son affaire et d'avoir acheté 5 $, un comics qui, dans l'état où il l'a pris, en vaut environ 1000, et dans un parfait état nickel, en vaut jusqu'à 150 000, et ça risque de ne faire que monter. Comme les griffes de Wolverine, cette histoire, elle divise. Il y en a qui disent qu'il a abusé de l'honnêteté du marchand, d'autres qui n'y croient pas parce que c'est trop beau pour être vrai. En attendant, il nous montre une photo de son trophée qui trône au mur avec tous les autres comics vintage qu'il s'est acheté depuis. Reborn. Ah, c'est la révélation de la semaine. Marvel s'apprête à vous faire rajeunir de 25 ans puisqu'ils vont sortir un nouveau Reborn. Quand tu entends ce nom d'événement, tu sais très bien que c'est comme quitter ta femme et tes gosses pour une meuf de 98 ans. L'amour aura beau être intense et plein d'incontinence, tu sais que ça va pas trop durer. Souvenez-vous, nous étions en 1996, on sortait tout juste d'Onslaught. Les Vengeurs, les 4 Fantastiques, Fatalis semblaient être morts. En réalité, ils avaient été transportés dans une mini-dimension par le jeune prodige Franklin Richards. C'est un relaunch, un reboot en bonne et due forme, qui servait premièrement à faire un point de départ idéal pour les nouveaux lecteurs et donc à augmenter les ventes avec des nouveaux numéros 1. Deuxièmement, à moderniser les origines
de certains des héros Marvel, comme l'éditeur le fait à longueur de relaunch. Par exemple, là c'était Ben Grimm qui n'était plus un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, mais bel et bien un vétéran de la guerre du Golfe. Et puis troisièmement, de surfer sur le succès des grands noms qui avaient déjà collaboré avec Marvel et qui avaient quitté l'éditeur pour fonder leur propre studio Image Comics, qui rimait avec vache à lait dans le milieu des années 90. Vous aviez Rob Liefeld et son studio Extreme Studio qui était chargé de faire la série de Captain America et des Vengeurs, et puis vous aviez Jim Lee et son studio Wildstorm qui n'avait pas été encore racheté par DC, qui était chargé de faire les 4 Fantastiques ainsi qu'Iron Man. Il y a eu des petites galères, on avait retiré le contrat à Rob Liefeld parce que les ventes n'étaient pas assez satisfaisantes, je dirais que les dessins aussi, parce que des fois ça picotait un petit peu. Déjà à l'époque, grosse controverse, gros débat sur la pertinence de faire un reboot et d'annuler certaines séries dont les ventes et le succès critique étaient tout à fait satisfaisants. C'est le cas de Captain America par Mark Waid, mais il n'y avait pas trop à s'inquiéter puisque 13 chapitres plus tard, la mini-série Heroes Reborn The Return, qui faisait faire aux héros Marvel leur grand retour avec leur mémoire restaurée, et bien là, dans quelques mois, c'est Jason Aaron et Ed McGuinness qui vont nous livrer leur propre version du Reborn, donc un univers altéré dans lequel les Vengeurs n'existent pas. Tony Stark n'a jamais construit d'armure, Captain America est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, le Wakanda est un mythe, la seule chose que Thor soulève ce sont des peintes puisqu'il est athée et qu'il, je cite, déteste les marteaux, mais pour protéger l'Amérique, c'est l'escadron suprême qui a pris la place des Vengeurs et qui font face à leurs pires ennemis qui ont tout droit été créés par le département des produits dérivés de Marvel, et que s'il n'y a pas leur Funko Pop, je me coupe une couille. Vous avez le Docteur Juggernaut, un mix entre le Fléau, un Juggernaut, et le Docteur Fatalis, Silver Witch qui est un mix entre Wanda et Pietro Maximoff, Black Skull ou encore Thanos et les bagues de l'infini. Là je pense clairement que dans cet univers, la mort c'est une petite fille de 6 ans qui a fait un caprice devant un distributeur à Carouf. Thanos, il a fait la meilleure affaire de sa vie, la quête des pierres de l'infini, ça lui a coûté 6 € dans des petites boules en plastique. Et au milieu de tout ça, il y a évidemment Blade qui se souvient des Avengers, qui réalise que le monde a changé, qui va essayer de démêler cette fausse réalité. On avait déjà évidemment vu ça dans House of M, on a déjà vu ça dans Flashpoint, on a déjà vu ça plus récemment dans le revival de Marvel Knight par Donny Cates, où c'était Daredevil qui se rendait compte que quelque chose avait changé et qu'il essayait de convaincre tous les super-héros en leur disant « Mais vous voyez pas, ça crève les yeux pourtant !» On verra où ils veulent nous mener. Il y a aussi du symbiote Punisher, il y a Coulson qui se présente aux élections présidentielles, lui ou un de ses leurs, il y a Wolverine qui va diriger une toute nouvelle Alpha Flight, et puis il y a Ben Grimm qui compense le fait de ne plus être une grosse chose en tenant une arme qui est digne totalement des designs de Rob Liefeld de la grande époque. Ils sont agents du Shield avec Red Richards, ils sont face à la prison de la zone 42. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette initiative dans les commentaires. Les hommages. Une semaine remplie d'hommages aussi bien chez DC que chez Marvel, et on commence avec Javier Guaron et Jason Aaron qui dans Avengers 41 ont rebaptisé un héliporteur du Wakanda le Boseman en hommage à l'acteur Chadwick Boseman qui s'est battu dignement contre le cancer et qui a inspiré toute une génération de jeunes avec son interprétation de Black Panther dans le MCU. Alors forcément ça ouvre tout un boulevard de blagues en mode toute l'armée du Wakanda est passée sur Boseman et en plus il avait des fuites, mais ça reste quand même un bel hommage. Chez DC, c'est David Aja qui se régale sur Batman Black and White, donc format anthologie, plusieurs créatifs qui se retrouvent pour des histoires courtes en noir et blanc dans l'univers de la chauve-souris, et lui, il choisit de rendre hommage au strip de Batman, rien à voir avec un Bruce Wayne fauché qui se trémousserait sur une Batpole pendant que des clients de l'Iceberg Lounge lui mettent des billets d'$1 dans le sif. Non, les strips quotidiens publiés dans les journaux dès 1943, c'était par Bob Kane et par Bill Finger, qui est le co-créateur floué de la chauve-souris, qui est mort enterré dans une fosse commune. Bob Kane est un fils d'up. Urban Comics a publié tous les strips de l'époque et j'espère qu'on verra cette pépite de David Aja en VF très bientôt. Et puis sinon, c'est le monde de la télé, de la radio qui rend hommage à son monarque. Larry King est décédé de la Covid-19 à l'âge de 87 ans. Il était connu également du monde des comics puisqu'il concurrençait Papy Marvel Stan Lee dans le business du caméo. On l'a vu interviewer Tony Stark dans la série Ultimate Spider-Man, on l'a vu dans le Green Arrow de Mike Grell, on l'a vu également interviewer She-Hulk dans la fameuse Civil War de Marvel, on l'a vu aussi interviewer Norman Osborn, un directeur du Hammer à l'époque où il était un petit peu en odeur de sainteté, ça c'était dans la série Moon Knight. Et puis la boucle est bouclée dans le MCU, Stan Lee habillé comme lui dans Iron Man 2, puis Tony Stark qui l'appelle Larry King. Voilà, nous on devra se contenter de Laurent Ruquier et paix à son âme.
Moore News. Oh là là, c'est plus un JT Comics, c'est Koh-Lanta, c'est pas possible. Hein. Souvenez-vous de cette news, du seul exemplaire du script de l'annual de Gen 13, jamais publié par Alan Moore, hein, qu'il avait lui-même faxé à l'éditeur Scott Dumbier, qui lui l'avait revendu avec l'accord du patron, évidemment, hein, pour venir en aide au fonds médical de Bob Wiacek atteint d'un glaucome. Hein, j'en parlais dans le JT 275, c'était parti à plus de 3400 $. Hein. Moi, j'avais quand même mis ma petite enchère à 14,99 € maximum. Bon. J'avais essuyé ma larme, hein, je pensais que c'était terminé, mais non, il y a Denis Brognard qui a passé une tête et qui a lâché un petit « L'aventure évolue ». En réalité, l'acquéreur n'est autre que Brian K. Vaughan, hein, le scénariste, entre autres de Saga, d'Y, le dernier homme, hein, qui, plutôt que de le garder jalousement, fait profiter du confort à toute l'équipe, puisque quiconque participera à la campagne de soutien, on verra la preuve, le reçu, hein, GoFundMe, à l'adresse suivante, hein, thanks for helping bobw@gmail.com, recevra un lien Dropbox avec un scan du script et pourra lire cette trentaine de pages, hein, de satire des X-Men, des Teen Titans et de l'industrie du comics du milieu des années 90. Vaughan est malin, il sort jamais sans son gilet pare-balles, donc il en profite pour rappeler qu'il travaille bien sur la suite de Saga avec Fiona Staples, hein, et il nous remercie pour notre patience. Et en attendant, moi j'ai pu avoir le script dans mes mails et c'est toujours intéressant à lire pour ceux qui aiment bien un petit peu les coulisses, ceux qui aiment bien Alan Moore, donc je vous mets la procédure exacte dans la description. Lisez, hein, cette semaine j'ai pas trop eu le temps de lire, je suis en train de traduire un jeu de société, encore le même, hein, mais je me régale, je vous en parlerai probablement dans les semaines à venir, hein, mais j'ai quand même relu le Moby Dick de Bill Sienkiewicz, l'adaptation du roman de Melville qui est sorti là en VF chez Delcourt, et donc certes c'est vraiment pas, c'est une version dépouillée, assez light du roman de Melville qui fait plus de 130 chapitres et qui comporte des aspects tout à fait techniques puisque Melville était un baleinier lui-même, hein, mais ça reste là, donc on se concentre sur la chasse effrénée à la baleine à Moby Dick d'Achab sur son péco. C'est sombre comme le cœur d'Achab et les textes du roman sont quand même plutôt bien adaptés, donc je vous le conseille fortement. Et puis pour rester dans la thématique un fracas de rétine, eh bien je vous montre ce Dark Knight de Frank Miller, une commission récente, comme il se fait assez rare en ce moment, c'est toujours marrant de le voir, même s'il est caché, surtout s'il est caché derrière sa grosse commission. Et puis on termine avec cette variante cover de Berserker par Liber Mejo, donc le comic book de Matt Kindt et de Kenny Reeves, qui nous présentera un guerrier immortel, et j'ai comme l'impression que c'est le moyen tout trouvé pour Kenny Reeves de commencer à se faire une place dans le rôle de Wolverine, puisqu'il est présenté avec exactement la même symbolique. Peut-être que ça donnera des idées au studio Marvel, s'ils n'en ont pas déjà. C'est la fin de ce JT Comics, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à le regarder, parfois en faisant votre cardio, hein, comme ce bon Rebeu des Bois que j'embrasse et qui est conseiller officiel en cinéma, hein, que je vous conseille vraiment d'aller voir sur sa chaîne. Merci à tous pour vos pouces bleus, pour vos partages sur Facebook, pour vos tweets, vos retweets, vos incorporations à des stories Instagram. Encore une fois, je vois tout et je vous remercie du fond du cœur parce que ça fait plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux. C'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis toujours. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Manu réfléchit à 3 nuances de reconfinement. Elle doit s'amuser, Brigitte. Non mais votez Forge, parce qu'avec lui, il y aura au moins 50 nuances de reconfinement dans les tuyaux, si tu vois ce que je veux dire. Et puis, on pourra tous faire crac-cracoa, ça va être terrible.